Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Derès, entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de lancer leur business hors de leur pays d'origine. Aujourd'hui, on va pas aller à l'étranger, on va rester à Paris et aller à la rencontre de Laura. Laura avait pour projet de s'installer au Brésil et de lancer une boisson qui est le kombucha. Sauf que la situation de 2020 a fait que elle a gardé ce projet, mais elle a décidé de développer en France. Donc, je vous laisse avec Laura et je vous dis très bon épisode. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, on voyage pas, on va rester en France, mais on va voyager grâce à Laura. Je vous la présente pas, elle va le faire toute seule. Donc du coup, Laura, un coup de bonsoir. On enregistre ce soir. Merci d'être là. On s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça sur Instagram. En ce moment, je chasse beaucoup sur Instagram. Et du coup, tu m'as répondu très vite, on s'est appelé et on a booké le rendez-vous très très rapidement, donc en 4-5 jours à peine. Mais écoute, bienvenue, je te laisse te présenter. Merci pour cette belle introduction, Alim. C'est un plaisir d'être là ce soir. Effectivement, quand tu m'as parlé du podcast Entreprendre à l'étranger, je me suis dit forcément, il y aura des sujets intéressants. Et donc, moi, je lance actuellement une marque de kombucha. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boisson fermentée à base de thé qui est très bonne pour la santé et qui est sans alcool. Et l'objectif, c'est donc de la vendre en France dans un premier temps, mais pourquoi pas d'exporter. Et en fait, si j'étais invitée ce soir, c'est parce que d'une idée qui est partie pendant le premier confinement, alors que j'avais envie de voyager, j'ai décidé de continuer à voyager tout en entreprenant. Et donc, j'ai voyagé pas mal dans différents pays ces derniers mois et rencontré plein de personnes, ce qui a, je trouve, énormément enrichi Coco Kombucha et toutes les opportunités que j'ai pu avoir. Donc, je vais essayer de continuer et je pense que c'est tout à fait faisable. Voilà. Merci. Du coup, on en discutait en amont. L'idée te vient pendant le premier confinement. Yes. Ça part très vite. Donc, je te laisse en parler. Mais ça me fascine, en fait. Ce qui me fascine, c'est que le fait que l'idée arrive au premier confinement et qu'on est à moins d'un an après le début du confinement, en France, pour la France, je parle. Et en fait, c'est la boîte existe, le produit existe, tu le commercialises, tu le produis, tu le commercialises. On est à moins d'un an après et tu as déjà mis en place, tu vends, c'est pas un service, c'est un produit. Donc, je Oui. voudrais juste savoir comment l'idée t'est venue et pourquoi cette boisson. Parce qu'il y en a tellement. Non, c'est vrai, de très bonnes questions. Sur la durée, on en parlait à l'instant, mais je pense que tu l'as connu aussi. Quand on entreprend, on a l'impression que tout va toujours hyper doucement et tout prend toujours 3 fois plus de temps. Donc, c'est toujours plaisant quand les personnes extérieures m'en parlent et me disent ah, mais ça allait vite quand même, ça allait rapidement. Ou alors, généralement, dans le secteur de la boisson, il faut 1 an et demi avant de lancer, etc. Parce que moi, moi, je l'avais vu vraiment encore plus rapide que ça. Mais non, c'est vrai que, alors, pour remettre du contexte, j'ai eu l'idée avec une amie qui m'a présenté cette boisson, qui la faisait chez elle, en fait. C'est une boisson qu'on peut faire soi-même. Et c'est ça aussi le côté intéressant, vu que c'est vraiment des levures qui se reproduisent. Voilà, on peut en faire chez soi. C'est sympa comme boisson. Et ouais, et j'adore le concept. Et en tant que je faisais du conseil en stratégie à l'époque, donc je lui dis OK, moi je veux bien faire une étude de marché. Donc j'appelle des gens aux États-Unis, au Canada, où le marché est vraiment énorme. Et je vois que même en Europe et en France, il y a vraiment une tendance. Et donc, à force d'en parler avec vraiment des gens passionnés du monde entier, des brasseurs, moi, je me prends vraiment d'affection pour cette boisson qu'est le kombucha. En plus, on peut en faire plein de choses. On peut faire du sans-alcool, de l'alcool, et vraiment les vertus pour la santé sont hyper intéressantes. Et puis je trouve ça cool finalement d'avoir une boisson qui est sans alcool, mais qui est intéressante gustativement, qui est travaillée, qui est pas forcément juste un soda ou une limonade. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc l'idée mûrit. On se dit
Avec mon ami, on va tester le marché français, on va en faire nous-mêmes, louer un local, une brasserie, et aller au mois de juin livrer à vélo de porte à porte pour voir si ça fonctionne. Parce qu'on a suivi les cours sur l'entrepreneuriat en ligne, des MOOC, on s'est vraiment donné à fond, quoi, en s'amusant. Donc effectivement, on s'est amusé aussi sur tout le branding, la marque, voilà. Et au bout d'un moment, on se dit non, mais de manière très réaliste, produire, c'est pas notre métier en fait, parce que ouais, je me suis dit mais me voir toute la journée derrière, en train d'essayer de brasser en fait, pas concrètement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et d'être sûr que le produit a un bon goût, que ce sera toujours la même, voilà, un produit stable dans le temps et gustativement. Et je me suis dit oh là 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 là, non. Et donc tout de suite, on a voulu externaliser, mais là tu as le problème qui se pose de dire mais en fait, pas grand monde sait faire du kombucha en France. Donc, il va falloir apprendre à nos producteurs à le faire, trouver la recette ou alors trouver les labos. Et là, ça a été encore d'autres étapes. Mais je pense qu'ils nous ont fait gagner énormément de temps pour répondre à ta question sur la partie produit. Parce que si tu fais construire ton local, tu achètes ton appareil de production, ça coûte tout de suite en plus beaucoup plus d'argent et ça prend plein de temps. Donc, ça nous a permis de gagner un peu de temps, cette partie-là. Et il y avait des productions de kombucha en France ou pas du tout? Ou c'est vraiment un micro-marché avec deux types qui produisent ça chez eux et il y a réellement une industrie et puis donc du coup, des concurrents. Alors, il y avait quelques concurrents. À l'époque, je crois que j'en avais noté moins de 10. Et des vrais concurrents 5. Alors, il y en a quand même un en Bretagne qui est leader européen, qui s'appelle Karma, qu'on trouve beaucoup chez Biocoop, Naturalia, mais du coup, qui produit en propre, forcément. Et ensuite, c'était plutôt des petites marques l'idée par des couples qui produisent justement, qui ont commencé chez eux. Alors, le storytelling est très bien et c'est vraiment une belle histoire pour eux. Donc, ils commencent chez eux et qui ensuite en font une vraie marque qui se développe un peu plus régionalement, mais ce sont des petites marques qui arrivent quand même un peu à rayonner dans toute la France, un peu plus doucement, parce qu'en fait, ces marques existaient souvent depuis 2016, 2017, et elles n'étaient pas si connues. Là, actuellement, en un an, je pense qu'on a doublé, voire même plus le nombre de marques de kombucha. Donc, ce qui à la fois renforce l'idée qu'il y a un marché, une vraie tendance qui se développe. Et à l'inverse, ça met un peu de pression. On se dit, OK, il va falloir y aller pour être un peu les premiers kombucha arrivés sur les nouveaux marchés. Après, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais identifié le fait que les kombucha étaient très axés sur l'aspect santé, l'aspect fermenté, probiotique, et souvent l'image de marque était un peu moins travaillée, et c'était distribué principalement en Biocoop, Naturalia, et finalement dans les bars-restaurants on en trouvait beaucoup moins, ce qui fait que peut-être moi aussi j'ai connu un peu plus tardivement, ou j'aurais en tout cas si mon ami m'en avait pas parlé, cette boisson. Et c'est ça que je trouvais qui me manquait en France. C'est par exemple aux États-Unis, Canada, on consomme ça en pinte, c'est vraiment convivial. Et c'est pour ça que moi j'avais envie avant tout d'en faire une boisson sociale, entre guillemets, de la porter dans ce secteur-là. D'accord. Donc là, du coup, ça fait moins d'un an. Le marché, il est très, je vais pas dire qu'il est très petit, mais c'est un marché qui se 10 millions d'euros 10 millions d'euros. En valeur retail en France. Ouais. Et en termes de localisation, ça se situe où? C'est l'Île-de-France ou la Bretagne? Parce que tu m'as dit donc l'un des leaders est breton. Ça serait parti comment? Oui, alors il y en a pas mal dans le sud. Dans le sud de la France. Il y en a pas mal dans le sud, un peu plus peut-être dans le sud-ouest. Mais non, de base, les producteurs viennent plutôt du sud, ceux qui produisent en couple notamment. Et sinon, oui, Paris, à Paris, il y a, je crois, 4-5 marques qui produisent. Il y en a plusieurs en Bretagne, effectivement. Ouais. Et il y en a aussi à Lyon et dans la région d'où je viens, vers Bourg-en-Bresse à côté.
Et pour la petite histoire, c'est marrant parce qu'en fait, au moment où je lançais donc la marque il y a quelques mois, je reçois une newsletter de mon école, donc l'EM Lyon pour ceux qui connaissent. Et en fait, il y avait quelqu'un de mon école qui lançait une marque de kombucha. Et il vient même pas de Lyon en fait. Et je m'en suis rendu compte la semaine dernière qu'il produisait à Bourg-en-Bresse, donc dans ma région un peu natale. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Mais comme quoi. Et voilà, donc c'est un peu ça. C'est juste fou. C'est juste fou qu'il y en ait. Alors après, l'un, moi je connais du côté d'Oyonnax. Après, j'ai pas une grande connaissance de l'un, mais non, c'est vrai, non, mais oui, non, jamais je n'aurais pensé. Je pensais pas qu'il y aurait un producteur de kombucha. Bon. Surtout qu'en fait, c'est ça, il y en avait un autre qui avait commencé en 2016 et que j'ai contacté et je me suis dit, mais comment un producteur de kombucha est arrivé à Bourg-en-Bresse? Mais comme quoi, tout est possible, hein. Pourquoi pas. Donc c'est marrant. D'accord. On a parlé du produit, on va parler de toi. C'est d'où te vient l'envie d'entreprendre et surtout d'entreprendre sur un produit qui vient du Brésil, qui au début, de ce que tu m'as dit, donc ça vient d'Asie, puis c'est consommé. Alors peut-être que j'ai mal compris. Alors, ça vient d'Asie et ça a été démocratisé au Brésil. Oui, au Brésil et surtout c'est énorme aussi aux US, Canada, où vraiment aux US il y a plus de 200 marques. Tout le monde consomme du kombucha, c'est un peu la folie. Donc il y a un gros marché Brésil effectivement, mais aussi tout ce qui est US, Canada. Ouais. D'accord. Donc du coup, pour revenir à la question, mais d'où te vient l'envie d'entreprendre? Parce que c'est pas du tout le parcours à l'origine. C'est-à-dire que tu viens d'école de commerce et tu as fait de la stratégie. Donc, à quel moment tu décides et pourquoi tu décides d'arrêter ton job et de te lancer là-dedans? Surtout, ça, tu le rediras au moment où tu décides de le faire. Oui, donc très très bonne question. Donc en fait, pour la petite histoire, j'ai quitté mon job 3 jours avant le confinement. J'étais donc en conseil en stratégie dans un très bon cabinet avec une bonne situation et un job intéressant, mais je me suis dit que j'étais jeune et qu'il fallait que je profite un peu et que je saute le pas. Et je voulais déménager au Brésil. C'est un pays qui m'a toujours plu. Et bon, confinement oblige, j'ai pas pu y aller. Et entre-temps, donc j'avais ce projet-là. Et je me suis dit qu'il y avait une belle opportunité. Et pour moi, c'était une belle opportunité surtout d'apprentissage et de pouvoir en fait entreprendre avec quelque chose qui me paraissait d'assez facilement réalisable. En fait, c'était pas pour moi l'entrepreneuriat qui était tout de suite hyper compliqué, technologique. Ou que sais-je, hein, mais quelque chose qui me paraissait ok, je peux le faire. J'ai toujours voulu entreprendre au fond. Et en fait, ça, je me rendais pas compte finalement que j'avais toujours aussi voulu entreprendre. Mais c'est vrai que l'EM Lyon, typiquement, est très orienté entrepreneuriat. À l'entrée d'école de commerce, dans mes oraux, je parlais tout le temps d'entreprendre. Et en fait, même en conseil en stratégie, le cabinet que j'ai intégré, c'est un cabinet français, donc en fait, qui se démarque des gros cabinets américains comme BCG, McKinsey, etc. Et l'aspect entrepreneurial était très mis en avant. Et donc, moi-même, j'en avais parlé de ma volonté de faire du conseil pour comprendre comment fonctionnait une entreprise, voilà, tous ces enjeux un peu high level, mais qui finalement font qu'on sait gérer une boîte et on comprend mieux là où on va. Et voilà. Et c'est vrai que donc ça trottait un peu dans ma tête et finalement je me suis dit là j'ai un produit qui me parle, quelque chose qui me donne vraiment envie. Au début en plus j'étais avec une amie que j'affectionne vraiment et avec qui on travaille vraiment très bien et voilà, je l'ai un peu pris en me disant c'est une aventure, j'ai toujours voulu le faire, l'opportunité est là, allons-y, je me donne 1 an. J'en ai beaucoup parlé aussi avec mon père qui m'a dit au pire tu perds 1 an et 10 000 euros et ce sera encore mieux qu'un billet, enfin, tu vas apprendre tellement plus. Et c'est vrai que quand mon amie a décidé de prendre son job, qu'elle commençait en septembre, mais en me disant en août désolée, moi j'arrête en fait, là je me suis dit bon ok, alors entreprendre toute seule c'est pas vraiment pareil, mais au final j'avais tellement appris sur les 3 mois qui s'étaient passés, quand bien même j'étais pas encore à 100% dessus, que je me suis dit
voilà, c'est trop bête, je continue, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le Covid, je ne sais pas si je pourrais vraiment aller au Brésil définitivement. Pour trouver un visa, c'est l'enfer. Donc, allez, je continue, je me lance, j'adore ce que je fais et on va. Et je pense que c'est ça l'essentiel quand on entreprend, c'est vraiment de le faire avec le cœur et sur un projet qui nous donne envie. Et du coup, aujourd'hui, comment dire, est-ce que t'as cette frustration de pas être au Brésil ou parce que c'est quand même qui était l'idée de départ. Est-ce que cette frustration existe ou n'existe pas ou comment dire où ça t'est passé? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une mission en février aux États-Unis de conseil, donc, et je m'étais rendu compte à quel point être à l'étranger me manquait parce que j'étais à Paris avec tous mes amis parisiens d'école de commerce, ceux que j'avais retrouvés de prépa, etc. Et franchement, j'adore Paris, hein, une ville incroyable. Mais en fait, on est vite dans son confort et on oublie un peu finalement à quel point l'étranger, enfin pour ma part, je trouve ça incroyable. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai vécu un an aux États-Unis à 15 ans, donc pour moi, c'était aussi cool, outre d'autres expériences. Et en fait, donc je me retrouve en septembre et bon, tout le monde me dit OK, c'est cool ta boisson, maintenant tu fais quoi? Et donc, c'est un peu, j'en fais ma rentrée officielle. Là, c'est septembre, on arrête les vacances, on arrête, parce que j'étais allée au Portugal, en Grèce. J'avais eu un bel été en vrai. J'avais quand même pris quelques mois de break après ces 2 années intenses. Et donc, vraie rentrée. Et oui, effectivement, il y a le Brésil qui me trottait un peu dans la tête, mais je me suis dit, non, j'irai un moment, c'est pas grave. Et en fait, donc j'étais partie à Paris pour des rendez-vous pro pour 3 jours. Mais vraiment, dans ma tête, j'avais fait ma rentrée officielle. Je faisais des journées cadrées. Je m'étais mis un rythme pour pas me sentir non plus toute seule aussi par rapport à tout le monde qui travaillait. Et arrive le week-end et là, on me propose de partir à Mykonos une semaine. Et là, donc dans ma tête, c'est un peu compliqué. Je me dis, oh là là, non, alors ça commence déjà. En même temps, c'est opportunité de dingue. C'est surtout en période de Covid. Et donc, je dis oui. Et en fait, là, c'était le début de 4 mois de voyage. Je suis rentrée juste à Noël parce que mes parents m'ont sommé de rentrer pour Noël. Et en fait, je suis partie donc avec une valise de 3 jours et j'ai fait que voyager par opportunité, mois par mois, à peu près en changeant de pays. Dans le cadre, comment dire, c'est dans le cadre de la boisson ou pas du tout? Mais en fait, non, même pas nécessairement. Typiquement, donc après cette semaine-là, j'ai une amie qui m'a dit partons télétravailler au Portugal 1 mois. Et là, j'ai rencontré d'autres gens, en fait, et j'ai surtout adoré le fait de télétravailler avec des gens d'univers différents, surtout d'être à l'étranger. Vu la situation en France, c'était quand même compliqué. Et du coup, j'ai vraiment rencontré plein de gens de secteurs différents. À l'époque, pour le coup, c'était des gens qui travaillaient chez Microsoft, Salesforce, Google, Facebook, etc. et qui m'ont aussi beaucoup aidé sur la partie online. Et donc, pas spécialement dans un but de business, en fait, mais déjà, ça m'a permis de me rendre compte que entreprendre à l'étranger, même quand on travaille sur un produit, même quand on nous dit qu'il faut être en France, il faut rencontrer les gens, il faut être sur place, même pour toutes les démarches qu'on connaît. Surtout en France, créer sa boîte, c'est quand même beaucoup de papier. Et donc, c'est ça m'a permis à la fois de me rendre compte que c'était possible et qu'en fait, j'étais bien plus efficace, entre guillemets, et surtout inspirée et dans un cadre propice à l'apprentissage que si j'étais restée chez moi, enfermée à la maison, quoi. Ah, mais d'accord. Moi, pour avoir beaucoup voyagé, pour avoir travaillé à l'étranger et là pour être aujourd'hui entre la France et le Portugal, c'est vrai que c'est une opportunité juste de dingue de pouvoir, en fait, de garder une ligne directrice qui est ton job. Et après, tu sais, de l'alimenter, de l'agrémenter de rencontres, de moments, le nombre. De toute façon, ça fait quoi? Ça fait 1 an que tu entreprends, mais tu as bossé avant. Donc, je ne vais pas t'apprendre le milieu du travail. Et le nombre de rencontres que tu vas faire, à la fois des rencontres, mais complètement délirantes. C'est sûr. Délirantes, on a tous croisé le type qui faisait un truc où seul lui y croyait. Et tu le recroises 2-3 ans après, tu vois, avec son idée, mais vachement plus développée quand même. Non, mais c'est sûr. C'est ça, non, c'est une opportunité de dingue. Moi, je le recommande à tout le monde. Mais c'est dès que vous avez l'opportunité de partir, que ce soit pour 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans,
fais ta valise et tu réfléchis après. Réfléchis une fois que tu es dans l'avion, quoi. Dans Non, l'avion, mais porte fermée, en bout de piste. c'est vraiment ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension de la part des gens. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu vas dans tel pays? Voilà. Ou de ma famille, c'était mais c'est pour vendre là-bas, c'est pour, enfin, vraiment toutes ces questions-là. Et en fait, maintenant, tout simplement, c'est aussi parce que c'est une aventure, parce qu'on sort vraiment de son quotidien et on rencontre effectivement des gens qui font des choses incroyables. Mais je crois que c'était du coup au tout début au Portugal. J'ai rencontré un ami Marc qui lui, il m'a dit, alors moi j'entreprends, mais j'entreprends pas en France, j'entreprends dans un pays où c'est tax-free et c'est cost-free. Et donc il m'expliquait ce business model. Et pour lui, c'était ces deux critères, quoi. Et je me suis dit, mais ah ouais, et pourquoi j'ai créé ma boîte en France? Il y a tous ces papiers et ça prend un mois de se lancer, alors qu'en 24 heures au UK, on peut avoir ces statuts. Enfin, et en fait, rien que se poser ces questions. Je veux pas mettre en avant le Portugal. Au Portugal, ils ont un principe qui est entreprendre en 1 heure, entreprise en 1 heure. Ah, bah encore mieux, tu vois. 360 €, tu te présentes à un guichet ou online, et en fait, mais tout est fait. C'est-à-dire, tu rentres ton nom, ton prénom, ta date de naissance, Ah, c'est dingue. ton identifiant fiscal, et après des éléments basiques, c'est les documents que tu as sur toi tous les jours. Et ils te Incroyable. génèrent ton statut. Donc, tu choisis le statut de ta boîte. Donc, le type la forme juridique de la boîte, pardon. Ça te génère des statuts automatiquement. Et si tu es 2, 3, 4 à entreprendre, et ben pareil. Donc, en fait, la seule condition dans ces cas-là, il faut qu'une personne ait un certain nombre et 25% de la part de la boîte. Ah, c'est fou. Ah oui, Tu peux avoir soit un associé, 2 associés, puis après, c'est à différentes formes. Et ça coûte 360 €. Ça prend 1 heure. Et le truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, si tu choisis pas le nom juridique de la boîte, tu peux avoir un nom commercial, mais le nom juridique de la boîte, en fait, tu le pioches dans une liste de noms non, imaginés. Donc, c'est vrai. mais tu as des boîtes, comment dire, ça peut être le volet vert, la table en bois. Et donc, tu gardes ce nom, c'est le nom administratif. Et derrière, tu le mets dans la D'accord. boîte et tu lui files le nom commercial que tu veux. Mais c'est très marrant ce détail. Ok. Mais Non, mais non, c'est royal. j'ai vu les noms de boîtes, mais tu hallucines. Juridique, tu sais, ça fait plaisir au fisc et ça fait plaisir à ton comptable et à ton avocat. Le reste du temps, personne ne voit le nom de cette boîte. Donc, C'est pas faux, c'est pas faux. Mais en tout cas, si tu retournes au Portugal, je t'invite à regarder les tickets, ne serait-ce que les tickets des restos. T'as toujours le nom administratif avec le oui, capital. oui, je vois bien. Regarde le nom des restos, mais tu rigoles. Bah, bon, en même temps, si ça permet de créer son entreprise en 1 heure, moi, ça me va. Hein. Après, c'est vrai on a tous des critères, pour le pays. Moi, ça a été le Portugal, puisque j'adore ce pays, je l'ai découvert il y a quelques années, je l'adore. Je l'ai adoré dès que j'ai découvert, je me suis promis d'y revenir. Je l'ai fait 4 ans après et j'ai la chance d'entreprendre là-bas aujourd'hui. Mais mais j'invite tout le monde. J'invite tout le monde à voyager, à aller voir ce qui se passe ailleurs et surtout, je pense, ouais, c'est ce que tu m'as dit, ton père t'a dit, tu perdras 1 an, 10 000 €, c'est meilleur qu'un MBA. Mais j'ai dit, j'ai dit les gens, mais allez vous casser la figure, mais à l'étranger. Mais c'est tellement plus violent. Et comment dire, ça décuple tes envies. Moi, je le vois, Elisabeth, que j'ai reçue sur ce podcast, elle est américaine, elle vient du Missouri, elle a atterri à Caen, puis à Saint-Étienne. Mais Au non. bout de 2 ans, c'est pas une blague, mais vraiment, c'est vraiment pas une blague. Et au bout de 2 ans, sa boîte a fermé et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas déclarée. Mais c'est pas vrai. Ici, elle est Non. rentrée aux États-Unis pendant Noël, donc la période de Noël, Thanksgiving, et elle est revenue en France et elle a monté la même boîte que son patron, une Ah école, ouais. un centre de formation. Ok. Et aujourd'hui, elle est entre la France, donc là, elle vit entre la France et l'Italie, et elle a sa boîte à Saint-Étienne. Et quand je suis entre la France et l'Italie, elle passe 3/4 de son temps en Italie. Ah, tellement cool. Mais voilà, et je suis persuadé que quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'a pas l'entrepreneuriat dans le sang,
C'est demain, tu prends n'importe qui, tu lui apprends que sa boîte ferme et qu'il n'est pas déclaré depuis 2 ans, donc il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Administrativement, il n'existe pas. Ouais. Forcément. Ça part en syncope minimum. Ça part en syncope. C'est ça. Un petit coup Ah un non, petit coup de motivation là. non, c'est pour ça que je ouais, c'est particulier dans ton cas comment dire, de quitter un job qui a l'air génial. Et je ne dis pas qu'il est génial pour entreprendre, surtout en cette période. Oui, ça c'est sûr. On a vu beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai reçu quelques-uns ici. Mis à part Camille, la première invitée, tout le monde fait du service. Ok. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple quand tu fais du service. C'est forcément plus simple à lancer, effectivement, tu as moins de coûts. Voilà, les coûts sont minimes. Toi, il y a un minimum, il y a un minimum à engager, et surtout, c'est faire produire une boisson. Je ne vais pas dire qu'il y a inconnu en France, mais faire produire une boisson. Un peu, hein, en quelque sorte. On peut le dire. On peut le dire. Croisé. Chaque fois que je demande est-ce que vous connaissez le kombucha, Non. Ah non, mais c'est encore. le truc exotique, c'est le truc que tu as dans ta liste, des trucs exotiques à goûter, à faire, à voir un jour. Moi, clairement, il était là. Ouais. Non, je comprends bien. Non, mais surtout, d'autant plus que moi, ce qui est marrant après coup, c'est que j'ai quand même choisi de le positionner sur les bars et restaurants. Bon, dès le 8 mars, presque un an après, ils ont toujours pas réouvert, quoi. Donc, voilà, j'ai fait les bons choix. Et du coup, aujourd'hui, tu le distribues auprès de qui? Tu le distribues comment? Là, on est vraiment dans la phase finale du lancement. Je pense que la première production devrait partir la semaine prochaine parce que on a des petits soucis sur l'étiquette. Je voulais une étiquette transparente pour entrer dans le détail et la machine est un peu compliquée à ce sujet-là. Mais du coup, en fait, c'est toute une question de mindset. Je me suis dit, OK, les bars resto, on n'est pas sûr, on ne sait pas quand ça va réouvrir. Ils font encore pas mal de ventes à emporter à Paris notamment, donc c'est encore jouable. Mais voilà, on réfléchit en se disant comment on va le faire du coup, quels sont les autres canaux de distribution. Et en fait, il y en a plein d'autres. Tout ce qui est snacking en entreprise, ça permet de faire des volumes, ça marche très bien. Le bio, parce qu'en fait, j'ai le label bio aussi. Tout ce qui est épicerie, Biocoop, Naturalia, parfaitement aussi. Et en fait, maintenant, bien sûr, tout ce qui est vente en ligne, hein, le but, ça va être aussi d'être distribué, par exemple, chez des frichetiers, etc. Mais aussi, il y a plein maintenant de types de vente en ligne. Et la semaine dernière, il y a une boîte qui s'appelle All My Keto, qui est des produits sans sucre ou à sucre très limité, qui m'a contactée, qui était intéressée. Une fille super aussi qui s'appelle Axel qui lance sa boîte de séjours sportifs qui m'avait contacté il y a plusieurs mois. Et en fait, c'est tous des créneaux auxquels on pense pas forcément de base, même si le sport, j'avais pensé un peu, bien sûr, sur une produit un peu santé. Mais en tout cas, c'est intéressant et tous ces créneaux permettent de faire aussi des volumes de manière peut-être un peu plus simple qu'avec des bars et restaurants individuels au début. Donc finalement, se reposer la question et se dire quelles sont mes autres options en fait face au bar resto, c'est toujours intéressant et pour moi ça a été finalement une bonne chose en fait. Non, mais tant mieux. Et là, du coup, une fois que la première prod sera partie, une fois que tu auras attaqué le marché français, du coup, ça sera quoi la prochaine, l'étape suivante? Oui, bonne question. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est marrant parce que je m'étais dit, je pense que tu l'as souvent aussi entendu, en entrepreneuriat, il faut rester focus, il faut y aller étape par étape. Donc, commencer avec la région parisienne et puis développer tout ce qui est sud-est, sud-ouest, qui sont des régions qui marchent bien a priori, faire la grosse saison d'été, et puis se faire connaître des gros distributeurs de boissons en France, bien sûr. Je m'étais posé la question d'aller sur de l'alcool potentiellement un peu comme du cidre ou de la bière en deuxième étape. Et en fin de compte, d'avoir été à l'étranger et de me dire qu'il y avait, on en parlait tout à l'heure aussi, mais cette vraie image et cette force du Made in France et de l'attrait du kombucha, je me pose un peu la question, voilà, de me concentrer sur l'export, surtout après tous
tous ces pays que j'ai pu faire, parce que entre le Maroc, le Brésil, Portugal, Espagne, on se rend compte qu'il y a vraiment des marchés et dans les endroits un peu haut de gamme, c'est possible. Et puis même la semaine dernière, il y a une société d'import-export belge qui m'a contactée d'elle-même et donc j'étais un peu surprise parce que c'était pas forcément le premier marché auquel j'avais pensé, hein, mais voilà donc. Ouais, non, ça m'intéresse d'en parler. Ils t'ont contacté, c'est pour devenir client, pour distribuer. C'est ça, ils m'ont vraiment dit Hello, j'ai vu ta marque Coco sur Facebook et j'ai trouvé ça trop cool. Je pense que ça pourrait vraiment plaire à nos clients. Donc, quels sont tes tarifs alors, en plus, avec plein de questions un peu quels sont tes tarifs à l'import-export et les conditions logistiques. Et j'étais là, D'accord. je vais me renseigner. Et là, je me suis dit, comment on exporte à l'étranger? Est-ce qu'il faut une stratégie? Est-ce qu'on peut passer par tout plein de questions qui peuvent venir, quoi. L'avantage, c'est que c'est pas de l'alcool, donc ouais, ça te limite. Comment dire, c'est. Ça, c'est l'Europe. J'imagine que les frais de transport sont pas trop élevés et de toute façon, ils sont à leur charge. Le transport reste à leur charge, donc ça, c'est bien. Et je me suis dit, pourquoi pas, encore une fois, un moyen de faire des volumes. Quelqu'un qui vient me voir, qui a l'air d'aimer la marque et le produit, c'est cool, quoi. Donc, c'est effectivement, l'export est une question que je me pose aussi, sans vouloir trop m'éparpiller tout de suite. Je pense que c'est important de consolider le marché français d'abord. Déjà, de bien m'implanter avant de le consolider aussi. Et voilà, c'est un peu ça, du coup. Et pour revenir au côté, comment dire, au côté séjour à l'étranger, donc là, t'es à Paris. Il y a des départs de prévus, il y a un séjour de prévu. Et tu restes focus, comme tu disais, tu restes focus sur Coco et tu restes en France ou tu comptes te déplacer et le gérer quand même à distance? Là, j'aimerais bien repartir dans 1 ou 2 semaines à peu près. Je pense que ça va être jouable. Effectivement, là, j'avais besoin d'être vraiment là pour aller sur le site de production et entre autres, parce que pour faire donc les tests d'étiquette qui avancent bien. Mais surtout la semaine dernière aussi, j'ai eu l'équipe du restaurant d'Hélène Darroze Marsan à Paris qui avait souhaité nous rencontrer. Donc en fait, c'était une bonne raison aussi d'être à Paris pour le coup. Très bel échange qu'on a pu avoir. J'étais ravie et flattée qu'ils nous aient contactés. Et sinon, effectivement, je me rends compte très vite que vu la situation actuelle à Paris, honnêtement, je préfère être à l'étranger encore une fois et je me sens mieux et plus épanouie en fait. Par les rencontres, par le fait d'être à l'extérieur, etc. Donc il y a les Canaries qui sont en possibilité ou un retour au Maroc, mais aussi cette fois je peux le dire un peu pour le business puisque c'était pas du tout prévu, mais j'ai rencontré un fournisseur d'étiquettes là-bas et donc il va pouvoir m'aider pour les prochains tests là qui arrivent la semaine prochaine sur ces étiquettes là. D'accord. Et quand c'est vrai, comment dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, le fait de voyager va te faire rencontrer des gens qui vont sûrement déclencher des opportunités ou ne sera soit juste des rencontres qui aideront comment dire, pas à l'accompagnement, mais au fait ouais, que tu te sentes bien au pays. Et du coup, c'est des séjours de combien de temps? Souvent, j'essaie de rester 1 mois dans le pays, tout simplement parce que je trouve que c'est mieux quand même 1 mois pour avoir le temps de s'acclimater au pays, de faire vraiment des rencontres, de vivre un peu plus localement et être moins de passage, prendre des habitudes. Et surtout quand on se met souvent ça nous arrive de nous mettre dans une villa à plusieurs avec d'autres gens en télétravail. Le temps de prendre nos habitudes, nos marques, c'est quand même fatigant, faut le dire, de pouvoir s'adapter à un nouvel endroit et d'être sûr qu'on peut travailler dans les bonnes conditions, que tout fonctionne bien. Donc, il y a un peu ce coup d'entrée, entre guillemets. Et voilà, donc c'est généralement ce qu'on essaie de faire, c'est à minima 2 semaines dans un endroit, voire 1 mois. Et du coup, j'ai une question toujours à croire que je suis obsédé par le Portugal. Est-ce que tu as vu l'actu concernant Madère?
Non, j'avoue. Sur l'île de Madère, en fait, il va y avoir il y a le premier village, il y a le premier village, on appelle ça ils appellent ça le premier village, mais vraiment le premier endroit, premier village, première ville dédié aux digital nomades. Ah, mais oui, en plus, non, mais maintenant que tu le dis, effectivement, parce que tout le monde parle donc, de digital nomade et de voilà, les visas pour les digital nomades, etc. Et là, Et c'est sur l'île de Madère. c'est fou, c'est C'est fou. sur l'île de Madère, donc Bon, ouais, mais il va falloir que j'y aille. Mais, tout nous ramène au Portugal. en plus, du coup, on a un petit groupe avec qui on voyage un peu plus C'est une fréquemment excellente idée. Pour moi, parce que et ça a l'air génial. ouais, ça se faisait en Thaïlande où tu avais des villes, on va dire des quartiers entiers, des villages ou même certaines villes qui étaient dédiées aux digital nomades. Il n'y en avait pas encore en Europe. Ah, mais c'est une super idée, hein. Être, Mais surtout que le Portugal, je trouve qu'ils ont fait énormément de com là-dessus parce que à chaque fois, moi, je me faisais targeter sur des pubs Facebook où c'était venez surfer au Portugal, alors que vraiment, je venais de quitter donc les villages de surfeurs au Portugal où je télétravaillais, quoi. Donc, et ils ont raison, hein, le Portugal, je te rejoins, c'est vraiment un pays avec lequel je suis vraiment tombée amoureuse et enfin, on est vraiment bien, la culture est incroyable, les gens adorables, et puis c'est magnifique, il y a tellement de choses à faire. Donc, c'est un pays qui est très petit, mais qui est tellement, comment dire, avec des paysages, mais tellement variés. Non, c'est sûr. Bon, non, mais ça serait intéressant. Comment dire, faire un soir à Madère serait intéressant. Ah ouais, je pense qu'on va pouvoir l'ajouter à la liste. Effectivement. Je ne sais pas comment la situation à Madère actuellement, parce que là, le Portugal est un peu confiné par endroits, je crois. C'est pour ça qu'on l'avait écarté de notre liste et on attendait aussi qu'il fasse un peu meilleur. Le Portugal est confiné, donc là, là on enregistre le 8. Donc là, on aura des nouvelles sur le Portugal le 11. Parce qu'ils envisageaient un déconfinement à partir du 15. Mais là, ce qu'ils ont annoncé, c'est que le déconfinement se fera par étapes. Et surtout, il se fera autour de Pâques. Oui. Parce que ce qui a mis un peu le Portugal dans la situation actuelle, ce sont les fêtes de fin d'année. Oui, mais c'est fou d'ailleurs, hein, le Portugal qui avait si bien géré jusque-là. La situation était sous contrôle, c'est les fêtes de fin d'année. C'est terrible, hein. Donc terrible. Là, je pense que Pâques, ils vont vraiment, vraiment inciter les gens à rester chez eux. Oui, forcément. Mais bon, potentiellement, du coup, après, parfait pour la saison un peu plus chaude. On pourrait y retourner. Croisons les doigts. Moi, j'ai qu'une hâte d'y retourner là. Ah, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Trop sympa. Un dernier mot? Non, mais j'étais ravie de faire cet échange. Non, moi, maintenant, je sais qu'est-ce que le kombucha. C'est plus dans la liste des choses exotiques à voir, goûter. C'est ce qu'on appelle la bucket list. C'est plus il y en a beaucoup au Portugal en plus pourtant, donc tu pourras aussi tester au Portugal, hein, avec plaisir. Mais je ferai un benchmark de ce qu'il y a au Portugal. Je te ferai un retour. J'ai déjà un peu fait, mais non, je t'en enverrai avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Là, on est dans la dernière ligne droite. On va suivre ça. Voilà. On va suivre ça. On annoncera ça. Donc, c'est ça. Écoute, dès que ça sort, on l'annonce. Je l'annoncerai sur un prochain numéro. Et avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je te remercie. Merci pour ton temps. Merci à toi. Pas trop, mais ça va. Et écoute, je te remercie. De toute façon, pour retrouver l'actu, donc je pense que je vais mettre ta page LinkedIn, le site, Instagram. Instagram, t'es ultra réactif. Ça fait tellement du bien de. Non, parce avec plaisir. Il y a des gens que j'ai invités il y a 2 mois. En même temps, j'étais agréablement surprise que tu m'aies trouvé sur Insta, ce qui montre que notre stratégie avec mon alternante Rachel fonctionne bien. Oh, ça marche. Et puis, ça fait toujours plaisir. Non, c'est important d'être actif. Non, ça marche. Après, c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps sur la. En fait, ce que je fais, c'est que je passe beaucoup de temps. Et à partir du moment où j'ai une cible en vue, à partir du moment où j'ai verrouillé la cible, en fait, et là, je surveille et je regarde. Mais je peux passer, tu sais quoi? Alors ça peut se faire au feeling. Ouais. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et il y en a que je vais suivre. L'invité, du coup, dans quelques semaines, que j'enregistre demain. Je crois que ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois. Ah, c'est marrant. Je suis sur LinkedIn. C'est marrant.
Je C'est suis génial. ce qu'il fait, ce qu'il poste, machin, j'aime bien. Tu sais, c'est soit j'aime bien, j'aime pas, et puis après, même si j'aime pas, je me dis, bon, bah, pourquoi pas. Ça peut créer le débat. C'est intéressant. Tu vois, C'est ça peut créer le intéressant. débat. Un point de vue différent. Et du coup, non, en fait, ben, j'ai checké le truc, et ce week-end, ben, je lui ai envoyé une invitation ce week-end. Et il m'a répondu, Ok. ouais, ok. Donc, Ah bah parfait. voilà. Et comment t'avais trouvé Coco Kombucha d'ailleurs? Hein. Ah, ce Je qu'on sais va pas dire, c'est si en tu te cherchant des rappelles. hashtags sur l'entrepreneuriat et des hashtags sur l'entrepreneuriat pendant le Covid. Ah, c'est marrant. Ok. Ok, ok. Donc, il y en a plein qui sont remontés, mais vraiment, il y en a plein qui sont remontés. Et puis après, donc, il y avait des influenceuses, il y avait des influenceurs, il y avait tellement de trucs, et plein de trucs autour du digital. Et là, je vois un produit. Et là, en fait, ce que je me dis, c'est quand je tombe sur un produit, je fais, c'est ambitieux, ça a l'air nouveau. C'est une boisson. Donc, moi, boisson, je l'associe à des lieux de consommation de boissons. Oui, Et là, je me forcément. dis, non, je me dis, l'idée est folle, l'idée, elle est complètement dingue. Je vais aller voir. Tu sais, c'est un peu, tu sais, je vois de la lumière, je tape et je vois un peu ce qui se passe. Alors, c'est rassurant. C'est rassurant Oh, c'est l'effet de produit. Après, j'ai rien contre les services, hein, je fais du service. On est une boîte de com, on fait du service, mais voir du produit, ouais, c'est rassurant de se dire, ouais, il y a encore des gens qui pensent à fabriquer. C'est ça. Bah, rassurant. On verra ce que donne la suite. Mais non, non, non. Ah non, mais nous, on en fera la promo, t'inquiète pas. Hein. Non, mais je comprends du coup, ton point de vue oui, sur la question produit-service. C'est vrai, en effet. Parce que les services, tout le monde. Après, comment dire, moi, si la terre entière veut se digitaliser, ça nous fait un marché, on est là, il n'y a pas de, on va pas se le cacher. Non, c'est sûr. Mais surtout, quand on entreprend, je trouve, enfin, tout ce qui est digital native brands, qui est très tendance, et on dit il faut toujours tester, implémenter, tester, etc. Et moi, j'étais là, oui, enfin, quand on a un produit, on fait comment? On va pas changer toutes les 2 secondes de produit, on va pas, Et et tu vas pas chaque faire une détail V1, compte, une en V2, fait. une V3, une V4, tu vas pas faire 14 réunions. Est-ce que On va pas changer le la packaging couleur? 12 fois, ça coûte trop cher, la formule, ça coûte hyper cher à développer. Donc, ok, on peut faire tester à des personnes, mais on va pas faire tester à tout le monde. Et c'est vrai que du coup, on parle beaucoup d'entreprendre, de faire des tests, voilà, mais c'est différent, je trouve, quand on est sur un produit. Ah, mais complètement. Non, non, comment dire, l'approche, elle est complètement différente. C'est quand tu lances un produit, tu te dis, ouais, je vais conquérir le monde. Quand tu as un service, comment dire, quand tu lances un service, tu dis, je vais conquérir le monde. Quand tu lances un produit, c'est un peu plus compliqué. Tu peux le faire. Les grandes marques de boissons, les grandes marques de grandes chaînes de boissons ont réussi à le faire. Donc, je vois pas pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait pas le faire. Mais aujourd'hui, ouais, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, le fait de dire, je vais lancer une boisson, les gens, ils ont rien fait, ouais, mais il y a le Covid. Ah, mais les bars sont fermés, mais les restos sont fermés, mais les machins sont fermés, les hôtels. Et là, en fait, tu peux partir sur une pente, mais c'est une pente et tu finis, t'es dépressif à la fin. Ah non, mais c'est sûr, c'est C'est pour ça, sûr. non, c'est ce qui m'a attiré. J'ai commencé à chercher des entreprises, des entreprises, des boîtes, des entrepreneurs, de tout. Et puis, une boisson. Ah, 2020, 2021, c'est ambitieux. C'est ça. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Je pense que si on savait ce qui nous attendait d'entrée, on le ferait pas. Notamment, moi, je me suis dit, les bars-restaurants vont réouvrir, ça va durer que quelques mois. De toute façon, en 2021, ce sera large, tranquille. Et non, ils sont toujours fermés, mais c'est pas très grave. Ils vont bientôt réouvrir, on y croit. Et voilà, Ah non, mais croisons les doigts. Mais croisons les doigts. c'est ça. Pile pour l'été, ce serait cool. Laura, je te remercie. Je te dis à très vite. Et donc là, ouais, ça devrait arriver, si je dis pas trop de bêtises, ça sera diffusé dans un peu moins de 2 semaines. Non, non, j'ai une bêtise. Non, ça sera diffusé le 15. 2 semaines, non, ça sera diffusé le 15. Donc, on se retrouve le lundi Super 15 rapide. de partout, sur toutes les plateformes. C'est principalement sur LinkedIn aussi, c'est là où je partage. Super. Je te remercie. Je te dis à très vite. Et surtout, écoute, dès que ça se lance, on sera là. Avec plaisir. Et C'est puis, sur le marché, on sera là, on en fera la promo. j'espère qu'on se recroisera bientôt au Portugal, alors, à l'occasion. À Madère. Le rendez-vous est pris à Madère. Ah oui, il va falloir qu'on aille tester. Maintenant qu'on en a parlé, on est obligé. On est obligé. Promis, on y sera. Je te remercie et bonne fin de soirée Merci à à toi. toi. Bye bye.